accueille notre invité Philippe Béchade, le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour, merci d'être avec nous. On va s'intéresser au Brexit. Avec vous, avec ce feuilleton qui n'en finit plus. Hier, Boris Johnson a finalement arraché l'organisation d'élections législatives anticipées. Ce sera le 12 décembre. Le Premier ministre britannique qui défendait ce projet depuis plusieurs semaines maintenant. Alors, quelles sont les conséquences possibles ? Oh là là ! Il y en a beaucoup. Alors, avant le référendum, enfin avant le scrutin législatif, les parlementaires britanniques peuvent encore déposer des amendements. Et notamment un que je trouve assez subtil, donner le droit de vote à des jeunes en dessous de l'âge légal actuel de 18, pourquoi pas 17, pourquoi pas 16. Et on sait que plus on s'adresse à des jeunes, plus on a affaire à des Européens convaincus, c'est-à-dire des Remainers. Autrement dit, pour les législatives, on pourrait avoir finalement plus de pro-maintien dans l'euro que de Brexiters, et ça pourrait donner à nouveau l'idée de faire un référendum sur est-ce que l'on va ou non appliquer le Brexit. On ne rediscutera pas du texte du Brexit puisque pour l'instant il n'est pas encore adopté, mais après ça on pourrait faire revoter sur le principe. Enfin vous voyez un petit peu où ça peut nous emmener. Mais du coup, cet amendement, qui pourrait le soutenir ? Si jamais il était proposé. Un peu tout le monde. Là, ça veut dire ça transcende les partis politiques. Est-ce que l'on est un électeur éclairé à 18 ans et on ne l'est pas à 17 ans, 11 mois et 29 jours? Et on pourrait poursuivre le raisonnement. Donc c'est un débat qui, tout comme d'ailleurs le référendum, transcende en quelque sorte les formations politiques. Au départ, il n'y a pas eu évidemment de consensus pour ce référendum. Puis finalement, Jeremy Corbyn a fini par s'y rallier. Le chef du Parti travailliste qui a finalement soutenu donc ce projet de Boris Johnson. Si jamais un amendement permettait de revoter, est-ce qu'il est possible qu'on repropose un vote sur le Brexit, un référendum ? Alors ça paraît quand même assez difficile dans la mesure où les Anglais n'aimeraient pas se déjuger. Et si on les faisait revoter, ça voudrait dire qu'en fait, on ne tient pas compte du vote initial et de quelque part on voudrait les forcer à rester. Donc ça pourrait être contre-productif. Et concernant Boris Johnson, évidemment, ça serait un camouflet terrible. On sait que le Premier ministre se bat pour cette sortie de l'Union européenne. Quel avenir pour le Premier ministre britannique à la tête du pays ? Alors d'abord, va-t-il y rester ? Il faudrait d'abord qu'il remporte les législatives du 12 décembre. Voilà. Donc ça... Quelles sont les chances en sa faveur ? Aujourd'hui, c'est boule de cristal. Franchement. Alors, les sondages le donnent en tête. D'ici le 12 décembre, il peut se passer tellement de choses qu'on pourrait très très bien avoir de nouveau un retournement. Enfin, Boris Johnson a déjà vu 21 des membres des Tories, c'est-à-dire son parti, le trahir en quelque sorte. On peut avoir d'autres défections. D'autres du camp du Labour pourraient au contraire venir soutenir Boris Johnson. Enfin, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a aucune hypothèse qui puisse être écartée. Et Michel Barnier le disait hier, on ne peut même pas exclure qu'au cas où le Brexit soit enfin adopté, que Boris Johnson reste en place pour le faire exécuter. Un no deal est toujours possible. Un no deal est toujours possible. On peut peut-être. Est-ce qu'il est très pessimiste ou qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il a déclaré, Michel Barnier ? Alors, il me paraît pas pessimiste, mais enfin, il avertit tout de même que après l'éventuelle adoption du Brexit, après ça va être, on va dire, un exercice d'exécution. Alors les choses vont se passer assez simplement pour l'adoption des principes
de sortie du Royaume-Uni. Mais ensuite, en ce qui concerne les accords douaniers, il va falloir régler un petit peu au cas par cas. Mais ça encore, on va dire que le terrain a été largement dégrossi. Là où ça se complique, c'est sur les questions de défense, de sécurité, d'échange d'informations, où là, il va falloir là aussi renégocier, on va dire, presque pair par pair avec les 27 pays européens. Et dans certains dossiers, il faudra qu'il y ait unanimité. Si jamais un des pays européens dit non, mais ça ne me convient pas du tout, à ce moment-là, il y a des clauses qui tombent. Et alors à ce moment-là, il faut que le Royaume-Uni renégocie cette fois-ci pair à pair avec les 27 autres pays. Enfin, on peut avoir des scénarios inextricables d'ici l'été 2020, puisque ce que Michel Barnier évoque, c'est ce qu'on appelle la période de transition. Brexit adopté, maintenant, comment on le met en œuvre? Et on a finalement peu de temps, on aura en fait 6 mois à partir du 31 janvier, ce qui paraît en effet très court. Et si on n'arrive pas à des accords, comme vous dites, à ce moment-là, on sort en no deal. Parmi les points un petit peu troubles dont vous parliez, notamment les problèmes de douane, les points névralgiques, parmi eux, il y a les zones de pêche, on peut les citer, et puis évidemment, quid de l'Irlande du Nord, quid de l'Ulster? Justement, cette histoire, cette question des zones de pêche, elle est liée à l'Irlande du Nord. Alors, ce qui est assez vertigineux, c'est que lorsque Theresa May négocie quelque chose de très compliqué, de très alambiqué, pour permettre à l'Irlande du Nord d'avoir l'autonomie du Royaume-Uni, enfin en termes de douane, en termes d'application du droit britannique, elle négocie que non seulement l'Ulster reste en fait dans l'union douanière européenne et qu'en plus de ça, il n'y a pas de zone de pêche. Alors vous allez dire, ça ne concerne pas énormément de gens en Irlande du Nord, sauf que ça, c'est typiquement le genre de d'écharde dans le pied qui peut ensuite provoquer une infection. Parce que dans l'accord négocié par Theresa May, dans le backstop, là, il n'y a pas de zone de pêche. Cette fois-ci, dans l'accord négocié par Boris Johnson, pour essayer de donner des gages aux unionistes d'Irlande du Nord, on dit oui, il y aura bien des eaux territoriales autour de l'Ulster, comme il y en a autour, bien sûr, du Royaume-Uni, c'est-à-dire Angleterre, Écosse, Pays de Galles, sauf que là, ça rend les choses extrêmement compliquées. Alors, comment on a réussi à contourner le problème pour la circulation des biens, etc., en expliquant que l'Irlande, la République d'Irlande et l'Ulster vont adopter les mêmes standards, par exemple phytosanitaires. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de contrôle de la qualité du lait sur une frontière qui n'existe pas physiquement. Donc les deux s'engagent quelque part à respecter les mêmes engagements. Mais à partir du moment où on parle de douane, de frontières, les frontières, c'est est-ce que les biens peuvent transiter en Irlande du Nord, y arriver comme si on était encore en Europe ou pas. Et en ce qui concerne la pêche, eh bien là, d'un seul coup, non. Là, on rétablit des frontières. Enfin, c'est des choses qui sont totalement, je dirais presque ubuesques. Hein. Rapidement, pour finir sur ce Brexit, le marché britannique qui semble en retard par rapport aux autres, quelles opportunités possibles ? Le FTSE a maintenant du 15% quasiment de retard sur le CAC 40. Et est-ce que l'on a constaté toutes les horreurs qu'on nous décrivait avant le Brexit? On disait que l'Angleterre s'effondrerait, que ça serait la fin du monde. Pour l'instant, à part Toyota qui a dit qu'il ne produirait plus en Angleterre, il n'y a pas eu, comme on dit, de défection massive des entreprises. HSBC a rapatrié son siège à Hong Kong. C'est peut-être pas une
très très bonne idée. On n'a pas vu non plus les banquiers britanniques filer vers Francfort, filer vers la Défense ou le 8e arrondissement à Paris. Donc on a mis dans les actions britanniques une grosse prime de risque pour un risque qui de toute façon, là aussi on en revient à ce que disait Michel Barnier, va pas se matérialiser en fait avant 2 ans, parce que le Brexit il n'entrera pas en vigueur avant 2 ans, ce qui veut dire qu'on continue de faire comme si les choses allaient mal tourner, alors qu'on voit que ce n'est pas le cas, et que deuxièmement on a encore 2 ans avant que la situation change véritablement. Donc il y a peut-être un moment où on va se dire mais finalement, pour un risque quand même relativement limité, on a des actifs de très belle qualité qui aujourd'hui sont quand même moins chers que leurs homologues sur le continent ou aux États-Unis. Merci beaucoup Philippe Béchade, merci d'avoir été notre invité. Restez bien avec nous, le Live TV Finance qui continue.